écuries sur table que vous ferez les 5 décembre. Alors, personnellement, je serai là, j'ouvrirai la salle, mais si vous souhaitez le faire de chez vous, de toute façon, le devoir, il sera sur Amétis. Ah, d'accord. D'accord? Ah, oui. Donc, il faut le déposer sur Amétis. Je serai là pour ceux d'entre vous qui, se trouvant à la faculté, ont besoin de se connecter ici et d'un lieu calme pour travailler. Et donc, le devoir durera de 16h à 18h, comme dans les heures de cours. Et ce sera 2 questions auxquelles il faudra répondre sous forme de bref essai. L'une portant sur la partie de M. Muselovitch et l'autre portant sur ma propre partie. Des questions sur ce point? Non? Alors, je vous conseille d'utiliser bonjour. Je vous conseille d'utiliser l'espace de cette de ce devoir de contrôle continu, le temps de ce devoir de contrôle continu du mieux que vous pouvez. C'est-à-dire, vous avez 2 heures, prenez les 2 heures pour rédiger. Ce sera des questions qui porteront sur le contenu de la partie de M. Muselovitch et de la mienne. Donc, puisque c'est sous forme d'essai, le plus vous montrez que vous avez suivi, que vous vous êtes intéressé au cours, que vous avez intériorisé le contenu du cours, le mieux c'est pour votre réussite. Donc ne répondez pas de façon trop synthétique, parce que la note, elle est aussi en fonction du déploiement de vos idées. Donc n'écrivez pas 5 lignes pour chaque question, parce que si vous écrivez 5 lignes, vous n'aurez même pas 10. Hein, donc, il faut rédiger. Je vous le dis, parce que ce n'est pas juste une question-réponse. C'est une question qui entraîne une « Bonjour, vous n'avez pas de chaise, je vous donne la mienne. Venez. » Ah, il y en a une. Mais vous pouvez prendre la mienne parce que je ne m'assois pas. Vous... Ah, parfait. Donc, prenez bien en compte la donne du je veux vous lire, je veux vous lire, déployer un discours, faire des phrases complexes, pas seulement sujet, verbe et complément, mais des subordonnés, enfin, amusez-vous, je veux lire des étudiants littéraires. C'est clair? Bien. Une question. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser juste des exemples qu'on a abordés pendant nos cours? Oui. Oui. C'est vraiment une question de contenu. Donc, il faut travailler sur ce que a dit M. Muselovitch en cours et sur ce que j'ai dit moi. Donc, restituer le contenu du cours. C'est un exercice qui est différent de tous les autres exercices que vous avez dans le master, parce que d'habitude, vous développez votre propre dossier, vous adaptez la problématique du cours à ce que vous faites. Là, non. Là, c'est vraiment, on veut voir si vous arrivez à suivre le cours, à mémoriser ce que nous racontons et à le restituer de façon non seulement sensée, mais avec un brin de savoir-faire littéraire. Ici, je prends tous les exemples, par exemple, qui viennent de mon propre expérience, ou par exemple de l'année dernière, de ce cours. Oui. Non. Il faut vraiment parler du contenu de cette année, des cours de cette année. C'est vraiment rien en dehors de ce qui a été dit dans les salles de cours, de ce qui est dit ici. Enfin, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est un exercice différent de tous les autres. Et M. Muselovitch a été un peu excédé en début de ce cours, donc il est revenu sur cette affaire avec moi. Il veut vraiment voir si vous avez suivi ses cours. Donc, ce qu'il a dit cette année en cours. Ne faites pas de remplissage, on va s'en apercevoir. D'accord? Mais ne vous passez pas non plus les notes. C'est-à-dire que essayez de restituer de façon absolument personnelle ce que vous avez entendu.
Et s'il y a des titres qui vous manquent, des dates qui vous manquent, à ce moment-là, allez les chercher, faites des recherches, mais que ça porte sur ce qui a été dit. On peut quand même demander les notes quand on était absent à nos collègues, non? Ah oui, ça oui, bien sûr. Passez-vous les notes, mais n'écrivez pas les mêmes choses. Évidemment, c'est juste pour comprendre l'idée et le cheminement du contrôle. Oui. Alors, je reprends mon cours de la semaine dernière. Je vais essayer d'allumer la lumière parce que on est dans le crépuscule. Anglo-américaine, Dante Gabriel Rossetti et Ezra Pound participent à ce que l'on appellerait la survivance de Dante. Donc, traduire pour replacer un auteur dans un canon littéraire à une époque autre que celle où l'auteur en question qui est traduit écrit, on peut appeler cela un mode de survivance de l'auteur et de son œuvre, survivance. Vous reconnaîtrez là un vocabulaire benjaminien, bien entendu. Donc on dirait que Dante Gabriel Rossetti et Ezra Pound participent de la survivance de l'œuvre de Dante. Toujours au sens benjaminien, on pourrait dire que Rossetti et Pound participent de l'accomplissement de l'œuvre de Dante. Puisque en termes benjaminiens, pour les étudiants de Master 1, lorsque je dis en termes benjaminiens, ce à quoi je me réfère, c'est essentiellement une œuvre parmi d'autres, c'est la préface que Walter Benjamin. Alors, je cueille l'occasion pour vous dire une chose. Là, il faut prononcer à l'allemande. C'est pas Benjamin, c'est Benjamin. D'accord? C'est pas une faute de ma part de le prononcer comme ça. Vous devez le prononcer comme ça. D'accord? Donc, Walter Benjamin a écrit une préface à la traduction française, la traduction allemande des tableaux parisiens de Baudelaire. Et cette préface a fait époque au XXe siècle et elle porte le titre de La tâche du traducteur. Nous avons travaillé sur cela avec les étudiants de Master 1 en traductologie l'année dernière, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Oui. Cette année, le cours de traductologie du lundi après-midi n'est pas consacré à Benjamin. Toutefois, il me semble que j'ai mis en ligne un cours sur la tâche du traducteur. Je l'ai bien fait. Peut-être que je vais en mettre d'autres, en même temps que je mettrai aussi d'autres textes à étudier pour traductologie qui viennent remplacer l'heure perdue hier et aussi d'autres moments du semestre où nous n'avons pas pu avoir cours. Donc, ce texte qui est une préface à une traduction allemande des tableaux parisiens de Baudelaire fait époque au XXe siècle. Fait à un tel point époque au XXe siècle que tous les grands poètes, philosophes, traductologues du XXe écrivent par rapport à Benjamin. Le XXe siècle aura été dans sa totalité benjaminien. Et donc, c'est pour vous, et nous sommes à l'aube du XXIe siècle, et Benjamin continue d'être une référence pour tout traductologue. Donc, il est important pour vous, qui êtes des intellectuels, étudiants
en traduction littéraire ici à Aix, de développer un certain nombre de modalités linguistiques qui vous feraient dire au sens bényaminien ou qui vous feraient utiliser des signifiants bényaminiens comme survivance que je viens de prononcer. Hein. Donc toujours au sens bényaminien, on pourrait dire que le septième pound participe de l'accomplissement de l'œuvre de Dante. Pourquoi? Parce que Walter Benjamin considère que la langue des traductions est une langue qui peut être considérée une langue de mûrissement. Non seulement de mûrissement de la reine Sprache, c'est-à-dire la langue reine, celle qui correspondait au monde et qui était parlée avant l'épisode de la tour de Babel, c'est-à-dire le moment de la multiplication des langues, mais également le mûrissement de la langue de l'original. C'est-à-dire que toute traduction vient apporter à l'original quelque chose qui est de l'ordre d'un accomplissement et donc d'un mûrissement de sa trajectoire. Et donc, il se peut qu'à chaque siècle, lorsqu'il s'agit des grands classiques, comme Shakespeare, comme Dante, comme Cervantes, et ainsi de suite, on pourrait dire presque qu'à chaque siècle, ces grands classiques connaissent leurs traducteurs. Et ces grands traducteurs, lorsqu'ils sont grands, c'est-à-dire lorsque c'est des poètes, des intellectuels qui se mettent à traduire et qui font reconnaître, c'est-à-dire connaître une deuxième fois l'auteur qui fait partie du canon mondial de la littérature, dans ces cas-là, on parle d'accomplissement de l'œuvre, comme si Shakespeare avait écrit pour l'essence de l'homme en général, comme dit Benjamin, mais pour parler également à l'homme à chaque fois dans son historicité. Donc il y a un Shakespeare pour le XVIIe siècle, il existe un Shakespeare pour le XVIIIe siècle, un Shakespeare pour le XIXe, un Shakespeare pour le XXe, un Shakespeare pour le XXIe siècle. Et les grandes traductions, ce sont ces traductions qui permettent aux grands auteurs de la littérature mondiale ce passage de l'adresse à l'homme dans son essence, à l'homme dans son historicité, en quelque sorte. Shakespeare fait les deux choses. Il est pour tous les siècles et pour chaque siècle de façon particulière. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Shakespeare n'est pas lu, ou Dante, si on continue de prendre l'exemple de Dante n'est pas lu au XVe siècle pour les raisons pour lesquelles il est lu au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe et ainsi de suite. Chaque siècle donc traduira Dante dans sa totalité, nous en convenons, pour la façon dont le siècle recevra la poétique de Dante, à savoir sa représentation du monde par la langue. Mais, et là immédiatement, alors, vous devriez être en train de vous poser la question de savoir quel est le Dante qui parle à Dante Gabriel Rossetti. Et je vous dis d'emblée que ce n'est pas le Dante qui parle à Ezra Pound. Bien que les deux poètes de langue anglaise soient des poètes qui s'inscrivent presque dans une filiation dantesque et qui arrivent sur la scène littéraire en langue anglaise d'affilée, l'un après l'autre, le Dante qui plaît à Dante Gabriel Rossetti n'est pas le Dante de Pound. Comme si Dante venait calmer ou parler à l'agitation poétique de Rossetti d'une façon qui n'est pas la même que celle
qui se déchaîne à l'intérieur de Pound et qui fait que Pound va chercher ce fantasme, ce revenant, cet esprit. Dante fait les deux choses. Il n'est pas seulement pour Rossetti, il n'est pas seulement pour Pound. Il est pour les deux à la fois. Et il est également la référence de Joyce et la référence de Beckett et ainsi de suite. Et il ne parle pas de la même façon à tous ses auteurs. Chaque auteur recevra de Dante quelque chose de particulier. C'est à cela qu'on reconnaît les grands classiques. Cette faculté d'adapter les contenus de ces textes à des situations diverses et à des problématiques diverses. Comme si la langue de Dante, comme la langue de Shakespeare, étaient des langues qui sont à la fois une seule langue et toutes les langues. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a en eux un réservoir qui en soi est une langue. C'est pas que Shakespeare s'exprime en anglais, c'est que la langue de Shakespeare est par ailleurs la langue anglaise, mais c'est Shakespeare, vous voyez? C'est-à-dire que c'est une langue en soi. C'est une façon d'appréhender le monde. Et on pourrait presque dire qu'il est possible de parler le shakespearien, vous voyez? C'est-à-dire à travers Shakespeare. Philosophiquement ou la manière dont il parlait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que parler dans la langue de Shakespeare, c'est une façon d'être au monde. Et cet être au monde, il s'adapte à toutes les historicités. Et c'est pour ça que c'est un classique. Mais c'est dans le sens de jouer pour les metteurs en scène, pour les acteurs sur la scène. On dit que, par exemple, il y a un acteur qui est shakespearien, ça veut dire qu'il peut transformer ce qui est en langue, ce qui est exprimé dans la langue sur la scène aussi. C'est pas absolument. Dans le cas de Shakespeare, vous avez raison, c'est aussi un langage qui peut devenir un langage corporel. Tout le monde ne peut pas jouer Shakespeare sur scène. Oui. Donc, à la question de savoir ce que raconte Dante à Rossetti et ce que raconte Dante à Pound, nous répondrons de façon différente. Pour Rossetti, il s'agit de sortir la production poétique anglaise de ce que l'on appellerait l'héritage, enfin l'héritage du classicisme, à savoir une langue anglaise, celle de la première moitié du XIXe siècle, qui aura été dans l'ombre de Shakespeare, c'est-à-dire encore shakespearienne, depuis le XVIe à la première moitié du XIXe siècle, ce qui prime sur la scène poétique anglaise, en passant à travers toutes les grandes figures de la poésie anglaise, est la référence à Shakespeare. Parce qu'aucun poète romantique n'écrit un sonnet sans avoir Shakespeare en tête, même si vous voyez, vous ne percevez pas cette hantise-là, Shakespeare est là. Donc il s'agit pour Rossetti qui... Bonjour. Il s'agit pour Rossetti de produire, mais typiquement dans son intériorité, une sortie de la Renaissance, c'est-à-dire de la référence à la Renaissance, et au lieu de la produire dans une projection vers l'avenir, c'est-à-dire qu'il aurait pu se dire, au sens avant-gardiste du terme, comme cela arrivera au XXe siècle pour les avant-gardes françaises, par exemple le cubisme, l'impressionnisme, vous voyez toutes ces avant-gardes de la littérature française qui font table rase. Rossetti aurait pu penser à la table rase, il ne la pense pas. Il ne la pense pas parce que le XIXe est encore un siècle hautement référentiel en termes littéraires. Et donc il faut chercher d'autres modèles.
Et donc, l'idée qui est la sienne et de la clique qu'il fréquente, à savoir les préraphaélites, qui sont des peintres qui commencent à être connus et aussi des écrivains, l'idée qui est la sienne est celle d'aller chercher des références anté-Renaissance, donc qui précèdent la Renaissance. Ces références, elles sont forcément médiévales. Il est d'origine italienne, il évolue dans un environnement hanté dans le moindre recoin par la présence du grand poète italien, Dante Alighieri. Et donc Dante vient souffler en lui ce qu'un artiste à son époque, c'est-à-dire début de la seconde moitié du XIXe siècle, doit faire. Et sa problématique, elle est plus ou moins analogue à celle de Dante à l'aube du XIVe siècle. Pourquoi elle est plus ou moins analogue? Parce que Dante se trouve également dans une période historique dans laquelle la production poétique, ou la production artistique, philosophique, elle se fait éminemment en latin. Mais un latin qui est une langue connue depuis des siècles et courue depuis des siècles. Donc c'est une langue qui perd en originalité. Ce qui est encore plus inquiétant à l'époque de Dante, pour Dante, c'est que ce n'est pas la langue communément partagée par le peuple des communes toscanes, puisque le peuple des communes toscanes parle les vulgaires italiens, notamment le vulgaire toscan, mais que l'élite de ces communes s'exprime en latin. Et donc, c'est aussi une langue de niche que le latin. Pour Dante, il s'agit alors de faire devenir la langue parlée dans les communes toscanes par le peuple, par la bourgeoisie marchande, la langue de l'expression littéraire. Vous voyez? Donc, il y a chez Dante une problématique qui est une problématique linguistique et langagère, plus ou moins analogue, mais de la problématique de Rossetti, c'est-à-dire que Rossetti également est à la recherche d'une innovation linguistique et que cette innovation linguistique, elle se doit d'aller chercher, selon Rossetti, plutôt que de là où elle vient. C'est-à-dire non pas la Renaissance anglaise, mais avant la Renaissance anglaise, avant la Renaissance européenne. Et donc finalement, c'est le Moyen-Âge italien qui prime. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, le Moyen-Âge italien, dans son expression littéraire, dans son rapport au monde? Ça, c'est la question qu'il faut poser. Parce que chez Rossetti, c'est une affaire picturale. Son problème, c'est que le classicisme anglais aura appris aux peintres les proportions, les mises en place des éléments, l'ordre, la rigueur, et que chez Rossetti, le Moyen-Âge est le foisonnement du beau. Vous voyez, c'est l'explosion des couleurs, la lumière qui aveugle, le manque des proportions, parce que vous le savez mieux que moi, les représentations du Moyen-Âge, elles sont toutes bidimensionnelles. Donc, Rossetti veut revenir à quelque chose de plus immédiat que la pensée de l'espace et du monde, quelque chose qui soit de l'ordre dantesque, à savoir l'écrasement de la beauté. Et la Divine Comédie, c'est ça. Touchant de la Divine Comédie est à un moment donné de sa déclamation, une extase de la part de Dante, qu'il soit à l'enfer, qu'il soit au purgatoire, qu'il soit au paradis, il est envahi d'images, vous voyez. Et cette invasion, ce manque à respirer de Dante, qui
à chaque instant est sur le point de s'évanouir et Virgile l'attrape, ou alors il est vraiment empris par l'essence et par la beauté au paradis. C'est ça ce que Rossetti cherche. C'est-à-dire qu'il veut l'immédiateté de l'expression du monde, que le monde soit à nouveau aux prises avec sa magie et sa spectacularité. Et le côté spectaculaire lui vient de la langue de Dante. Dante est cela aussi, vous voyez. C'est-à-dire Dante est cette infinité, cette encyclopédie infinie de la description, de la beauté comme de la laideur, de la lumière comme de l'obscurité. Tout ça est typiquement médiéval, vous voyez. Et c'est cette sensibilité-là que Rossetti cherche pour effacer les effets de la Renaissance, le classicisme de la Renaissance. Donc, traduire Dante pour lui est une façon de garantir à sa propre personne le souffle qui le conduira à être le poète de son temps. Pour ce qui en est de Pound, qui arrive sur la scène littéraire un demi-siècle plus tard par rapport à Rossetti, c'est-à-dire au tout début du XXe siècle, la question est plus technique. C'est moins une question d'inspiration, c'est-à-dire de recherche de comment exprimer l'image, comment se faire attraper dans le monde artistique. C'est une question de, littéralement, mais je vous l'ai répété, je crois, à plusieurs reprises, mais c'est la question qu'il pose même dans l'un de ses ouvrages les plus connus, qui porte le titre de Make It New. C'est un slogan poundien. Le titre de l'un de ses ouvrages, mais c'est aussi le slogan du XXe siècle. Le XXe siècle aurait été tout poundien au sens de avoir répondu à cet impératif renouvelle, make it new. Renouvelle. Et à la question de savoir comment renouveler, comment faire du nouveau, c'est plutôt ça. En fait, il y a plusieurs façons d'interpréter ce titre que Pound donne à l'une de ses œuvres. On peut entendre renouvelle, ce qui implique rend cela nouveau, à nouveau, vous voyez. Mais on peut aussi entendre cela comme faire du nouveau, fait du nouveau. Dans le sens, fait que ça soit nouveau. Innovation, une sorte d'innovation. Voilà, mais quand on dit innovation, même en français, vous voyez, il y a la possibilité, par exemple, de prendre une pièce, mettons une robe qui plaît beaucoup, et de la rafraîchir, c'est-à-dire de changer le haut, les bas, ou d'ajouter des éléments sur cette robe pour qu'elle soit renouvelée, vous voyez. Et il y a aussi la question de créer cette robe comme si elle n'avait jamais été vue. Vous voyez, pour un réalisateur, pour un couturier. Vous voyez, il y a le make it new au sens de Vivienne Westwood, qui rend le corset nouveau. C'est elle qui entraîne le corset du XVIIe siècle au XXe siècle sur la scène de la mode internationale. Et là, c'est un renouvellement d'une pièce qui a fait époque dans dans le placard des femmes, dans les vestiaires des femmes, et elle renouvelle cette pièce-là, le corset. Et le corset de Vivienne Westwood redevient une pièce fondamentale. Mais il y a aussi le fait de l'absolument nouveau qui serait, comment vous dire, la pièce qui n'aura jamais été créée plus tôt,
qui appartient absolument à cet auteur ou à ce couturier et ainsi de suite. Comme la petite robe noire de Dior, il n'y en avait pas de cette façon-là auparavant. Vous voyez, donc là, en termes d'histoire de la mode, Dior fait de l'absolument nouveau. Et donc, make it new peut être entendu dans les deux sens, fait en sorte que ça soit nouveau ou renouvelle. Ça peut être un dédoublement de l'impératif. Et en réalité, si on essaye de comprendre ce que Pound veut faire à partir de l'œuvre de Dante, pourquoi Dante est une source de hantise pour Pound, c'est qu'en réalité, Pound prend Dante pour ce qu'il est au moment où il compose de la poésie sur la scène toscane du tout début du XIVe siècle, fin XIIIe, début XIVe. Et qui est Dante sur cette scène-là? C'est quelqu'un qui produit une œuvre poétique immense. Partie de cette œuvre, elle est en prose. Ce sont des essais de réflexion sur les questions de l'usage des langues. Ce sont des questions, enfin, il y a la question autobiographique, je vous en ai parlé la dernière fois. La Vita Nova est une autobiographie jusqu'au moment où Dante passe sa vie nouvelle, c'est-à-dire il se met à écrire à la Divine Comédie. Il y a un certain nombre de textes d'ordre politique dans le corpus dantesque, sur des questions liées au pouvoir temporel de la monarchie, par exemple. Et puis, il y a cette pièce unique, invraisemblable, monumentale, qu'est la Divine Comédie. 3 parties, l'enfer, le purgatoire et le paradis, l'infinité de vers, une création monumentale. Dans quelle langue? Pardon? Non, c'est du vulgaire, hein, c'est une langue vulgaire, mais c'est de l'occitan, c'est des vulgaires italiens mélangés, c'est des néologismes. L'une des raisons pour lesquelles, au moment de l'unification de l'Italie, un problème s'est posé pour l'enseignement de la langue italienne dans les écoles italiennes, et ça c'était dans la seconde moitié du 19e siècle, l'une des raisons pour lesquelles on a fini par penser que le standard de la langue italienne serait le toscan, c'est parce que Dante est toscan. Et on a monumentalisé définitivement comme début de la langue italienne l'œuvre de Dante. Pourquoi? Parce qu'elle est littéralement parlant fondatrice. Et Dante ne fait pas usage de mots existants, c'est-à-dire qu'il n'a pas un rapport à sa langue qui serait celui de Proust à la langue française. Vous voyez, la langue française existe, elle est là, et Proust en fait un monument romanesque, mais la langue française est là. Non, Dante, il compose la Divine Comédie, mais il n'y a rien avant la Divine Comédie. Vous voyez, l'italien commence avec la Divine Comédie. Pourquoi? Parce que la Divine Comédie déploie une langue qui n'est pas un vulgaire sicilien, qui n'est pas un vulgaire occitan, comme c'était la langue parlée dans la Ligurie à la même époque, qui n'est pas un parlé des sud de l'Italie. C'est une langue qui mélange l'occitan avec un certain nombre de parlers qui ont déjà fait usage, et qui ont déjà été utilisés par les poètes
qui s'exprimait en vulgaire. Éminemment, Jacopo d'Alentini, Pierre Delavigne, Arnaud Daniel, toutes les grands, Guido Cavalcanti, enfin toutes les grandes figures poétiques qui ne parlaient pas la même langue. C'est ça que vous devez comprendre. C'est-à-dire qu'il y a les poètes de la cour itinérante de Frédéric II de Hohenstaufen qui font partie de l'école sicilienne. Eux-mêmes, ils ne sont pas tous siciliens. Ils viennent d'Épouille, ils viennent des Abruzzes, ils viennent de Calabre. Ils se réunissent autour de Frédéric II de Hohenstaufen pour produire une poésie en langue vulgaire qui n'est pas unifiée. Au moment où Dante se met à composer, l'italien n'existe pas. C'est ça que vous devez comprendre. Et que puisqu'il mène une entreprise impressionnante, ce sont 33 chants, vous voyez, Enfer, Purgatoire et Paradis, sur une longueur donc infinie, une langue qui est à la fois une et multiple, et qui en soi fait déjà vocabulaire, dictionnaire, vous voyez. C'est ça c'est faire du nouveau. Il fait littéralement du nouveau. C'est pas seulement la Divine Comédie en tant qu'œuvre, c'est sa langue qui est nouvelle. Dante est à la fois le fondateur de la langue italienne et le grand poète que nous connaissons, parce que certains mots dont il a besoin pour garder la tierce rime sur une longueur aussi importante, eh bien, il va les forger. Et il les forge selon une tradition qui est occitane et qui fait dire aux troubadours, ce que nous faisons, c'est forger de mots comme on forgerait l'or, des pièces d'or. Les écrivains, les poètes, à partir de Dante, deviennent véritablement des forgerons. Mais Dante est le premier. Donc lui, littéralement, c'est le seul, avec les troubadours pour l'occitan, qui fait du nouveau. Et les troubadours font de même avec la langue occitane. Parce qu'avant eux, il n'y a pas de tradition en occitan. Cette affaire, qui est une affaire, je vais vous dire, technique. Pourquoi? Parce que c'est une affaire linguistique. Vous imaginez le projet? Je vais composer un poème d'une longueur monumentale, mais je n'ai pas de langue pour le composer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une langue codifiée avec des règles de grammaire, un dictionnaire. C'est extrêmement libre. Je vais aller chercher par-ci, par-là tous les parlers qui ont déjà une acception poétique, et de ce magma, qui est un magma de création, je vais sortir une langue qui est nouvelle. C'est le toscan, c'est l'italien, et ainsi de suite. Mais la langue va être reconnue aussi grâce à cette œuvre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est souvent ce que j'essaie de vous expliquer lorsque, dans les cultural studies, on nous fait croire que les études de littérature sont des études qui peuvent être placées au même endroit que les autres acceptions culturelles dans l'étude d'une civilisation. Vous voyez, par exemple, si vous faites des études d'anglais, vous avez la civilisation anglaise, la culture, la littérature, l'histoire de la danse anglaise, de la peinture anglaise et ainsi de suite. Et on va placer la littérature à côté d'autres choses. Mais en réalité, ce qui fonde une culture, avant tout, on ne peut pas se passer de dire cela, et nous sommes bien placés pour le dire, c'est la littérature. C'est-à-dire une langue née avec la littérature. Et nous prenons l'exemple de Dante, mais il y a une infinité d'exemples comme cela. Une langue est codifiée par la littérature. Voilà pourquoi littérature et culture vont de pair. Et quand ce n'est pas une tradition écrite,
Ne vous inquiétez pas parce que cette tradition aura été longtemps orale, mais non moins littéraire. C'est le cas de la langue arabe, Imad, Oui. qui aura eu une longue tradition poétique orale avant d'être confiée à l'écrit, par exemple. Et ça, c'est à ne jamais oublier. Donc, langue et culture et littérature naissent en même temps, vont de pair, l'italianité est avant tout dantesque. Or, c'est une affaire technique parce que vous vous imaginez la question de s'inventer une langue et de produire un texte littéraire à la fois, c'est merveilleux, hein, c'est véritablement très... Oui, oui. Des expressions qu'on utilise aujourd'hui quand même. Non, bien sûr, parce qu'entre-temps, l'italien a évolué. Non, mais je veux dire, il y a un. Oui. Il y a non, mi-temps, Eh. on le dit aujourd'hui. Oui. Donc, ça que quelque chose qui ne nous intéresse pas, Oui, c'est Dante bien sûr. qui le dit. Oui, pour la oui. première fois. Et plein de fois, ça m'est arrivé, Domenico, d'entendre des expressions de personnes qui ont aujourd'hui 90 ans. Mon père, typiquement, il parle, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et puis finalement, je retrouve ça chez Dante. Et vous voyez, c'est-à-dire que véritablement, il y a chez Dante beaucoup plus de ce qu'on parle. Il y aurait encore de quoi rendre hyper riche la culture, enfin la langue italienne et l'expression italienne. Pour vous dire qu'on n'a pas terminé d'utiliser la langue dantesque. Ça, le vocabulaire d'un italien aujourd'hui est extrêmement réduit. Il n'y a rien à voir avec le vocabulaire de Dante. Oui, Iman. En fait, ça me rappelle la codification de la langue arabe, parce que au Mecque, il y avait des gens, il y a 1500, les gens se ressemblaient pour dire de la poésie, et chacun essaye de dire des choses plus grandioses, plus magnifiques de l'autre. Et à un moment donné, il y avait des poésies qui ont été écrites. Ils écrit sur à l'époque, ils écrivaient sur la peau des animaux. Donc, ils écrivaient de la poésie sur la Kaaba. Des poésies, ils l'ont mis sur la Kaaba. Et les gens, tout le temps, essayaient comme rivalité poétique entre les Arabes authentiques de cette époque. Donc chacun essaye d'être plus grand, plus politique, plus imaginaire et créatif. Donc c'est un moment de création. Oui, l'importance de la littérature, la poésie, de faire une identité pour faire une Anita. Créer Anita pour cette langue. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est aussi intéressant qu'on le dise. Un moment aussi de l'histoire européenne, important pour la fixation de ce que l'on appelle aujourd'hui les langues et les cultures, est le 19e siècle. Le 19e siècle, c'est le moment de la fondation des États-nations. Ce moment-là, de façon très intéressante, et c'est le moment du romantisme, qui correspond aux différents romantismes européens, et aussi le moment où les poètes romantiques vont chercher l'origine des peuples et l'origine des langues et l'origine de l'expression littéraire. Et c'est à ce moment-là où on revient au lead romantique germanique, vous voyez, et c'est les folk studies, c'est-à-dire les études de folklore. Ils reviennent en force au 19e siècle parce que c'est ce moment où on va chercher l'origine du poétique pour déterminer la naissance de l'État. Et ce que Imad fait bien de nous le rappeler, donc très souvent il y a une triade littérature, naissance de la culture, et qui est exploitée par la naissance de l'État. Vous voyez ? Et donc presque, oserais-je dire, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis passée de Sciences Po en fac de lettres,
la politique a beaucoup à voir avec la question de la culture et de la littérature. Et on se trompe quand on croit, mais on le voit aussi dans l'histoire de nombreux pays africains, n'est-ce pas? Les figures littéraires sont tellement importantes pour l'identité nationale. Et on le voit là parce que ce sont encore des États, dans certains cas, jeunes et qui ont besoin de figures littéraires qui portent l'idée d'une nation également. Et c'est le cas aussi pour toutes les littératures post-coloniales. Pensez à Derek Walcott. Il y a une infinité d'exemples qui nous montrent que l'essence politique d'un État est également portée par une œuvre littéraire et une pensée de ce que c'est qu'une langue. Les trois choses vont souvent de pair. Et donc, pour revenir à nos affaires, je vous disais, c'est très technique ce qui plaît de Dante à Pound, à savoir sa faculté de forgeron, disons-le comme ça, c'est-à-dire de forger une langue, de créer une langue, de trouver la force une force que les créateurs appellent une force plastique. Vous voyez, les plasticiens, c'est qui? C'est ceux qui s'occupent de la forme de tout, la forme des œuvres d'art. Eh bien, les poètes, c'est des plasticiens. C'est-à-dire qu'ils s'occupent de la forme des langues. Ils forgent les langues. Et pour Pound, il y a essentiellement un problème qui est un problème de taille pour l'anglais. Je ne me souviens plus ce qui a déjà été dit dans mes cours avec vous, mais souvent Pound dit se plaint d'un problème sur la composition des poèmes en anglais. Il dit que les mots à la rime ont une allure squash. Ils font squash à la rime. Et être squash, ça veut dire que ils n'ont pas de consistance. Les rimes anglaises ne peuvent pas être attrapées. Et Pound, ça l'énerve parce qu'il se dit, si seulement on arrivait à placer des mots à la rime qui sonnent pleinement au lieu d'être squash, on renouvellerait la phonétique anglaise. On trouverait un anglais qui soit plus... qui sonnerait, du coup, nouveau. Vous voyez? Donc, le make it new pour lui, c'est, mais faisons de l'anglais une langue nouvelle. Rendons l'anglais une langue plus... qui sonne pleinement. Alors que vous voyez toute cette incertitude de la phonétique anglaise, Pound, ça l'énerve énormément parce qu'il se dit, à force de s'en aller par phonétique à peine entendue, la langue anglaise va se volatiliser. Et puis on a tellement entendu qu'elle sonne toujours la même. Et ce qu'il voudrait, c'est que la langue anglaise, elle ait une consistance romane. Renouveler l'anglais, ce serait lui donner une force latine. Pourquoi il se pose cette question-là? Parce que, et ça je suis sûre, je vous l'ai répété à plusieurs reprises, Pound a une condition presque posthume sur la scène poétique anglaise. Il a le même problème que Joyce, le même problème que Beckett. Tout ce qui devait se passer de grandiose à son sens, c'est déjà passé. Et il ressent le besoin de se faire poète, il ressent le besoin de mener l'entreprise créative en langue anglaise, et pourtant, il comprend que ce n'est pas facile de le faire. Alors, il comprend que ce n'est pas facile de le faire, et finalement, il va chercher dans la traduction les ressources qui lui serviront à mener la bataille du renouvellement de la langue anglaise. Donc,
De même que Rossetti, Pound cherche dans la traduction la solution. Traduire, c'est se faire venir accueillir la voix de l'autre, se laisser ensouffler la solution. Le laisser Dante habiter son corps. Non, c'est pas à vous que je l'ai dit. Vous savez ce que c'est que les personae, ou persone, comme on le dirait en latin, à la façon italienne, pour la poésie? Vous avez entendu ce nom de cette figure, une figure poétique? L'interprétation de la poésie en soi, les différentes interprétations. Alors oui, Domenico, c'est beaucoup cela, c'est-à-dire que c'est le fait, enfin la possibilité du poète d'accueillir en son corps un autre personnage et d'être dans l'élocution comme si quelqu'un d'autre l'habitait. C'est un peu comme pour Pirandello, Uno, Nessuno, 100.000, vous voyez, c'est cette façon que le poète aurait à se faire habiter par l'autre. C'est l'image de l'écrivain chez le public, c'est ça? Écrivain? J'ai pas entendu. C'est l'image de l'écrivain chez le public. Ah, non, c'est pas ça. Imad, c'est, vous voyez, je vous le décris comme ça parce qu'en fait, il y a des poèmes d'un recueil de Pound qui porte le titre de A Lume Spento. C'est un recueil en anglais, hein. Mais Pound donne un titre italien, donc lorsque A Lume Spento, ça veut dire sans lumière. Lorsque la bougie a été éteinte, vous voyez qu'il y a le feu, la fumée, et puis tout s'éteint. Et A Lume Spento, c'est un recueil de poèmes où tous les esprits qui hantent Pound viennent prendre son corps et il compose un poème comme s'il était Dante, comme s'il était Arnaud Daniel, comme s'il était Shakespeare, comme s'il était François Villon. Et il dit, là je suis, vous voyez, c'est-à-dire que son corps se laisse prendre par la voix de l'autre. C'est un exercice poétique extrêmement couru chez les poètes. Ils font beaucoup ça, les poètes. Encore aujourd'hui, les poètes contemporains font cela. Et c'est l'exercice des personae. Donc, on peut dire que personnel, c'est le même persona qui se signifiait des masques. Personnel signifie des masques. Oui, ça a beaucoup à voir avec la question du masque, bien entendu. C'est-à-dire, on prend un autre masque comme sur scène au théâtre et on se laisse habiter par le masque. Derrière, on n'est plus soi-même, on est quelqu'un d'autre. Et on prête sa propre voix à quelqu'un d'autre. Et donc, pour Pound, la question des personages signifie, arrive par la pratique de la traduction. À force de traduire les troubadours, de traduire Dante, de traduire Cavalcanti, dont nous avons déjà parlé mardi dernier, il est sorti de ses gonds, il est plus en soi. Sa propre personnalité s'en est allée, les autres sont arrivés. Vous voyez? C'est une écriture sans filet de sécurité. Cela veut dire avoir tellement lu les autres que même sans les lire, je peux composer comme si c'était eux. Et pourquoi? Parce que je les ai beaucoup traduits. Typiquement, lorsqu'on est traducteur, comment vous dire, rompu à l'exercice de la traduction d'un auteur, et c'est un peu ce que je vous souhaite, c'est-à-dire qu'un jour vous soyez le traducteur attitré de tel grand écrivain, de
tel grand poète, eh bien à ce moment-là, vous le connaîtrez tellement que vous seriez à même de composer comme si c'était lui, dans des circonstances particulières. Ça se fait beaucoup, enfin, franchement, à mon époque, on le faisait beaucoup. Nous, on parlait comme si on était des personnages de Tolkien quand j'étais gamine. Ça se fait encore, non? Oui, de parler Les comme... seigneurs de... Pas seulement lui, enfin, tout Tolkien, on connaissait par cœur. Quand j'étais petite, on parlait comme si on était des personnages de Tolkien. Enfin, vous voyez, c'est ça le personnage. C'est-à-dire, on se met dans la peau d'eux et on oublie qui on est et on connaît tellement bien un auteur, les ressorts stylistiques, qu'on prend la voix des autres. Ok, mais là, grâce à les traduire. Voilà, c'est Ok. ça la particularité. Parce que dans le roman que j'ai traduit et sur lequel j'ai travaillé, c'est Antoine Vetter, il n'est pas traducteur, il ne traduisait pas vers l'arabe, mais pourtant il s'est mis dans la peau dans syrien. Donc c'est différent. Il est fort. Euh, Quand il traduit, vous trouvez que c'est très bien? À un moment donné, oui, mais à un moment donné, il est plutôt européen. D'accord, il marche. Oui, non, ça ne marche pas à tous les coups. Là, vous voyez, c'est une image poétique. Hein. Ces auteurs, c'est beaucoup dans la veine entre la fin du 19e et le début du 20e. Arrive cette mode qui avait été aussi au début du 20e, mais seulement pour les familles aristocratiques, des comment on dit en français, les tables tournantes, la venue des esprits dans les communautés d'intellectuels. Donc, c'est ces séances spirituelles hein, où on convoque les esprits. Ça devient une mode à la fin du 19e et au début du 20e. Une mode poétique. Tous ces poètes convoquent les esprits. Et c'est une façon de provoquer des modes créatifs qui sont des modes d'accueil, d'hospitalité, de hantise. Pour Dante Gabriel Rossetti et pour Pound, ça fonctionne véritablement comme cela. Mais ça leur apporte quelque chose que de traduire les poètes du Moyen-Âge, parce que toute la dimension innovante de leur propre œuvre est vécue dans cette hantise de l'hospitalité, c'est-à-dire que si vraiment ils sont innovants sur la scène poétique lorsqu'ils écrivent et qu'ils ne sont pas en train de traduire, c'est parce qu'ils ont été des traducteurs. Ils ont pris la traduction tellement au sérieux, ils ont tellement traduit les poètes du Moyen-Âge, que quelque chose de cette langue qu'ils ont traduit et qu'ils ont essayé de faire passer de façon absolument nouvelle en anglais, demeure en eux, même quand ce qu'ils composent, c'est leur propre œuvre. Et ce que j'appelle survivance ou mûrissement de Dante, c'est ça. C'est comme si Dante, mais on prend Dante, on aurait pu prendre d'autres classiques. Hein. C'est comme si Dante n'avait aucun souci à se faire, c'est-à-dire qu'il est tellement grand qu'il suffit de le lire pour qu'on continue de parler sa langue, même en langue étrangère. Vous voyez, c'est, Benjamin appellerait cela l'aboutissement de la direction de son œuvre, une étape de l'aboutissement. Le Dante du XIVe siècle aura écrit pour que Dante Gabriel Rossetti et Pound le traduisent. Vous voyez, c'est une sorte d'utopie de la littérature. L'histoire des traductions, on peut l'affronter d'une façon très historique, je vous aurais dire, c'est-à-dire la façon sérieuse, scientifique des historiens, mais on peut l'attraper aussi du côté un peu mystique à la Benjamin. L'histoire des traductions est l'histoire d'une hantise qui ne se termine jamais et qui accompagne le mûrissement de l'original. Et là, il y a une sorte de diffraction de l'original qui non seulement est traduit,
parce que Dante Gabriel Rossetti traduit Dante, parce que Pound traduit Dante par bribes, pas complètement. Des grandes parties de traduction de Dante sont insérées dans les cantos de Ezra Pound. Mais ce n'est pas seulement cela, c'est-à-dire c'est que par la traduction, Dante produit un déploiement de son écriture au 19e et au 20e siècle. C'est comme si, par le jeu de la hantise, Dante continuait d'écrire. Et ça, c'est ce que Benjamin décrit dans La tâche du traducteur. La traduction a essentiellement une fonction noble, c'est celle de ne jamais faire mourir les auteurs, de produire cet effet-là. Pour Rossetti, la semaine dernière, nous avions mentionné cette traduction qui fait époque et dont je remets le titre au tableau. C'est une anthologie qui paraît en 1861 et qui porte le titre de oui, alors, in the original meters, c'est un titre rallongeant. Donc c'est une anthologie qui paraît en 1861. L'éditeur est un éditeur londonien. Smith Co. Et donc c'est cette anthologie qui fait commencer l'histoire que j'essaye de vous raconter depuis la semaine dernière. Alors, donc cette anthologie paraît en 61, mais en réalité, dès 1840, Rossetti, Dante Gabriel Rossetti, commence à travailler sur la traduction de la Vita Nuova. Qui est l'œuvre autobiographique de Dante que nous mentionnons depuis mardi dernier. Et puis en 1846, il compose un poème, le Blessed Damoiselle. Je vais effacer.
poème de 1846. Et dans ce poème s'entrelacent deux textes. Une chanson, c'est la chanson dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui est Donne che avete intelletto d'amore, dame qui avait intellection d'amour, et qui est ce poème qui est écrit dans la Vita Nuova de Dante, qui est composé par Dante au moment où il tombe dans les pommes de contrariété lorsque Béatrice décide de ne plus le saluer à une fête. Il est secouru par d'autres dames qui sont là et qui le voient s'évanouir. Et lorsqu'il reprend ses esprits, il déclame un poème qui commence par Dame qui avait intellection d'amour. Donc c'est un poème où Dante reconnaît aux dames la faculté d'avoir l'intellection, c'est-à-dire de participer du logos, de penser. Beaucoup plus, enfin, il ne s'adresse pas à ses amis poètes, il ne s'adresse pas aux hommes qui sont dans la pièce, mais il s'adresse aux dames qui sont là. Parce que ce qu'il veut célébrer, c'est leur capacité à comprendre, à avoir une intelligence, et pour cette intelligence, à produire de l'accueil pour la poésie. Puisque la poésie a besoin d'aimer, que c'est les dames qui le comprennent, et ainsi de suite. Enfin, la poésie a besoin d'amour. Il y a donc un entrelacement dans De Blessed Damoiselle de Dante qui avait intelletto de Donne qui avait intelletto d'amour et Dame qui avait intellection d'amour ou intellect d'amour, et un poème que vous connaissez bien d'Edgar Allan Poe, Le Corbeau, The Raven, de 1845. Et ce poème-là, qui est donc un poème qui entrelace deux références, l'une du XIIIe siècle, l'autre du XIXe siècle, et qui a vraiment été composé une année avant le poème même, par Edgar Allan Poe. C'est ce poème-là qui peut vous donner immédiatement un indice sur la matière dans l'imaginaire romantique tardif des pré-raphaélites, parce qu'on dit que les pré-raphaélites, dans la mesure où ils arrivent dans la seconde moitié du XXe, ils sont des romantiques tardifs. Cet imaginaire-là, il est profondément compatible avec les thèmes de l'œuvre de Dante. C'est toute la composition poétique de Rossetti vise à montrer que le romantisme tardif est en fait typiquement médiéval. Or, c'est donc à la fin de 1861 que Dante Gabriel Rossetti publie cette anthologie. Je viens de vous dire que cette anthologie paraît avec un choix de poètes du Moyen-Âge italien du XIIe, XIIIe et XIVe siècle, mais avec la Vita Nuova. Et Rossetti, Dante Gabriel Rossetti, n'est pas seul dans la traduction de la Vita Nuova parce que son frère, William Michael Rossetti, l'aide dans cette traduction de la Vita Nuova. C'est-à-dire que dans la Vita Nuova, comme vous le savez, il y a une alternance de passages en prose et de passages en vers, et on croit, on est presque sûr que William Michael, le frère de Dante Gabriel, se soit occupé des passages en prose et que Rossetti se soit occupé des passages en vers de la Vita Nuova en anglais. L'édition originale sur laquelle les Rossetti ont travaillé, parce que ça, il faut que vous compreniez que
pour toutes les œuvres du Moyen Âge, et nous ne nous arrêtons jamais de poser cette question-là, c'est de savoir sur quelle édition on va travailler. Pourquoi? Parce que toutes les œuvres du Moyen Âge parviennent à nous à travers des manuscrits qui sont tardifs par rapport au moment de la composition de l'œuvre, mais dans la codicologie médiévale, ce que l'on sait, c'est que jamais un manuscrit est égal à l'autre. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'original assuré pour toutes les œuvres du Moyen-Âge. Les variantes sont considérées comme un éventail du texte. Et si vous allez regarder les éditions, par exemple, de Dante ou de Cavalcanti, dans les notes, vous allez voir variante manuscrit A, variante manuscrit E. C'est-à-dire que, normalement, les bonnes éditions font état du fait que tel vers n'est pas le même dans toutes les acceptions des manuscrits anciens qui sont parvenus jusqu'à nous. Donc, parler d'un original de l'œuvre de Cavalcanti ou de tel poète ou tel autre poète du Moyen-Âge, tout Moyen-Âge confondu, occidental, ce serait incorrect. Ne faites jamais cette faute-là de dire l'original pour l'œuvre de tel auteur du Moyen-Âge, parce qu'il n'y en a pas. Enfin, les manuscrits ne concordent jamais. De façon générale, on doit s'accorder sur le fait que tout texte, pour être considéré comme un texte, il doit apparaître dans les manuscrits à 90% toujours le même, mais il y a toujours un 10% de variante pour tout texte du Moyen-Âge. Ce qui fait que tout médiéviste connaît toutes les versions du texte sur lequel il travaille. Et je vous assure, ce n'est pas une mince affaire, parce qu'il faut voyager entre la Bibliothèque Vaticane, la Bodleian de Londres. Vous savez que les manuscrits ont été par la suite achetés aux enchères par différents États, qui sont aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni. Donc il n'y a pas d'original. Ce qui fait que toutes les fois où vous vous intéressez à la traduction des œuvres du Moyen-Âge, et notamment pour Rossetti, là c'est un truc très pertinent, la première question que vous devez vous poser, c'est mais Rossetti a travaillé sur quelle édition en fait, hein? Il n'a pas travaillé sur l'édition qui est parvenue jusqu'à nous de Dante. Alors, au XIXe siècle, il y avait un certain nombre d'éditions de la Vita Nuova et de la Divine Comédie, mais là, on s'intéresse à la Vita Nuova parce que la Vita Nuova apparaît dans l'anthologie de Rossetti. Et donc, presque assurément, parce qu'on a travaillé sur la bibliothèque de famille des Rossetti. Donc ça, on peut savoir à quelle édition il avait accès. Il y a une édition de Pietro Fraticelli qui est du début du XIXe siècle et qui est assurément l'édition à partir de laquelle il a traduit Dante. Édition donc de Pietro Fraticelli. Le opere minori di Dante Alighieri. Et c'est une édition de 1839. Donc une édition, si Rossetti commence à travailler en 1840 sur la Vita Nuova, ça veut dire qu'il a pris la dernière édition existante. Et que donc c'est quelqu'un qui se cultive en médiévistique. Toutefois, dans sa bibliothèque, mais je ne vais pas vous assommer, mais dans sa bibliothèque, on trouve également
une édition de la Vita Nuova de 1576. Parce que son père, c'était un professeur de littérature italienne, spécialiste de l'œuvre de Dante. Donc, il avait la collection de toutes les éditions de Dante depuis le XVIe siècle. Donc, il a l'édition de 1576, une édition de 1723 également. Je ne suis pas là à vous donner le nom des critiques qui signent les éditions parce qu'il n'est pas intéressant de les... disons, de les mémoriser. Encore une édition de 1827 et une édition de 1829. Donc, il ne travaille pas sur une seule édition, fait un peu comme les médiévistes, il travaille sur 5 éditions à la fois. Comme, oui. Ce que vous dites est très évocateur car l'année dernière, on a vu un cours de littérature française, un cours de littérature médiévale. La littérature médiévale, on a vu qu'il n'y avait pas d'originaux des œuvres littéraires de cette période. Et effectivement, c'est une question qui a été soulevée. Il fallait choisir quelle édition lire pour avoir la version de tel auteur ou tel autre auteur. C'est ça. Et vous l'avez tous suivi ce cours? Oui, un de l'année dernière, je pense. Oui. Et on a vu pour le roman de la Rose, combien de manuscrits il y a. Et on a vu, par exemple, les différences entre un manuscrit et l'autre, qui étaient quand même importantes. Oui, à certains moments, on se pose même la question de savoir si c'est le même auteur. Ou alors, vous voyez, quelqu'un qui produit une variante, un peu comme les Robinsonades, vous voyez, c'est-à-dire des réécritures. Oui, on a vu des cas où certains auteurs ont pris de grandes libertés avec les œuvres. Je pense qu'il y a eu un cas où il parlait du prince Arthur, cette histoire où il était dans un château à fumer le matin. Je sais qu'il y a une des variantes de la légende d'Arthur racontée, mais au lieu qu'il y ait des aventures, comme d'habitude dans les littératures du Moyen-Âge, oui. Dans ce cas, si tout se passait dans un château où les personnages principaux passaient le temps à fumer, à halluciner, c'était quand même oui. Ah oui, bon, ben, ça nous permet de dire à M. Zigani que c'est très drôle le Moyen-Âge. Hein. Enfin, on pense que c'est une matière extrêmement ardue, mais on meurt de rire lorsqu'on travaille sur les manuscrits du Moyen-Âge parce que, à l'encontre de ce qu'on peut penser, c'était une civilisation qui avait un imaginaire foisonnant en termes de provocation du rire. Mais ça se comprend aussi parce qu'ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient rien de tout ce qui nous amuse aujourd'hui. Donc il fallait vraiment qu'ils cultivent leur propre faculté à ils n'avaient pas TikTok non plus, donc leur propre faculté à provoquer le bien-être. Hein. Donc effectivement, le Moyen-Âge est une époque extrêmement sympathique. Même les troubadours étaient très sympathiques par moments. Hein. Enfin, quand ils n'étaient pas désespérés d'amour. Et donc, tout ça pour vous dire que, alors peut-être que cette année, les étudiants de master 1 connaîtront cela au second semestre. Oui. Parce que c'est quel séminaire? C'est le séminaire de littérature française. Littérature française. Et vous aviez tous choisi le même séminaire? Il y avait choix ou c'était... Non, il n'y avait pas de choix. Ah, d'accord. Donc il se peut que ce soit la même chose cette année. C'est ça, et espace littéraire. Et espace littéraire, c'est la comparée, donc l'autre, c'est la littérature française. D'accord. Bon, ben donc c'est rassurant parce que donc, vous connaîtrez ce moment où on vous explique que pour travailler sur le Moyen-Âge, en fait, il faut penser à l'édition sur laquelle on décide de travailler, comme la restitution d'un... français. Ah oui. Ça, c'était important pour madame. Voilà. Si vous voulez
travaillé avec elle Ah oui. pour Oui, je me souviens, ça fait bizarre. de Dante, mais non, madame, mais du français. Mais il faut comprendre dans cela, Domenico, c'est que nous sommes dans un monde, hein, dans ce master, où nous croyons que l'université, c'est un lieu ouvert. Vous pouvez le croire à partir des classes de ce master, parce qu'avec M. Nuselovic, nous avons créé une sorte de paradis de la pensée ouverte, où tout circule, où les étudiants peuvent travailler sur un grand nombre de sujets. Et je donne beaucoup de cours dans le master lettres. Et c'est comme si j'étais une autre personne, hein, vous voyez, c'est-à-dire que là, on est hyper spécialisé, on fait une chose, mais les collègues, ils font une chose. Et c'est vraiment, il ne faut pas sortir de ça, vous voyez. C'est la différence entre la littérature comparée et l'hyperspécialisation. Et là, vous avez connu le département de lettres, mais les départements de langue étrangère font de même. Hein. Un Shakespearien fait que du Shakespeare. Vous voyez, c'est un peu triste parce que ici, on est plus animé. Et donc, vous ne pouviez pas parler de Dante. Non, voilà. Non. C'est pas grave. Elle m'avait bien dit qu'à tous ces cours, il y avait toujours un Italien qui voulait parler de Dante. Donc, de Dante. Bon, mais là, vous allez pouvoir parler de Dante dans l'écrit de ce séminaire, Domenico. Voilà, l'important pour moi, c'est en quelque sorte, hein, c'est d'ailleurs, je sens que vous êtes un peu fatigué, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui, mais comment faire? Premièrement, à la fin, non pas à la fin parce que vous n'aurez pas le temps, il faut que je sache doser le temps qu'il vous faut pour vous préparer après mes cours. Non, voilà, lors de la dernière semaine de mes cours, je vais mettre tout de même du matériau en ligne pour vous, le contenu de mes cours. Donc, l'important pour moi, c'est que vous soyez animé dans votre essai sur ma partie de cours par l'idée que l'une des raisons pour lesquelles nous étudions la traduction dans l'histoire littéraire, c'est qu'il y avait une chose peut-être qu'on ignorait avant de venir dans le master traduction, mais la traduction fait la littérature. Vous voyez, et ça, c'est ce qui me tient à cœur. Vous devez sortir de ce master en vous disant, mais nous sommes centraux dans les études littéraires parce que c'est la traduction qui crée le dynamisme littéraire. Et donc, tout ce que je suis en train de faire, c'est prendre un exemple d'angliciste, à savoir l'envergure de la présence de Dante dans le monde anglo-saxon. Vous voyez, là, pour le coup, Domenico, si vous aviez été dans un cours de littérature anglaise, vous aurez dit, ah oui, venez parler de Dante, parce que tout angliciste est totalement hanté par la Divine Comédie, par l'œuvre de Dante, parce qu'on ne peut pas concevoir la littérature anglaise sans Dante, c'est-à-dire que Dante est une hantise pour la littérature anglaise au même titre que Shakespeare. Vous imaginez à quel point les écrivains, les littéraires anglo-saxons ont puisé dans le Moyen-Âge italien. Pour des raisons qui leur appartiennent. Vous savez qu'il y a une ancienne amour entre le monde anglo-saxon et l'Italie, hein. Mais c'est aussi que tout le monde anglo-saxon pense que la péninsule italienne et la littérature italienne héritent plus que les autres littératures européennes du monde classique. Et donc, c'est par ce mythe qui se crée de la littérature italienne que tout angliciste doit plus ou moins un peu avoir des connaissances de la littérature italienne. Et puisque je sais que dans cette salle, vous êtes nombreux à être anglicistes, ne soyez pas snob à l'égard de la littérature italienne. Cultivez-vous parce que vous allez découvrir que les écrivains anglais, à minima jusqu'au romantisme, mais que dis-je, non, jusqu'à la moitié du XXe siècle, passent un temps incroyable en Italie.
et donc côtoie les intellectuels italiens, vivent au rythme de la culture italienne. Joyce aura été, pour la moitié de sa vie, italien. Enfin, elle aura vécu à Trieste, à Rome, à Florence, vous le savez mieux que moi. Joyce aura été français également, enfin en France pendant une certaine période, mais pendant une période encore plus longue en Italie. Il aura appris l'italien, il aura pris des cours d'italien chez Svevo. Svevo était son professeur. Donc, Svevo est un grand écrivain du XXe siècle italien. Beckett, je vous l'ai dit, a été un grand lecteur de littérature italienne, mais Pound aura vécu en Italie plus que la moitié de sa vie, vous imaginez. Donc, en quelque sorte, s'il y a un endroit, Domenico, où avec Dante vous seriez pas mal à l'aise, c'est dans un cours d'anglais. C'est-à-dire que les anglistes cherchent cette connaissance-là, qui est la connaissance de la culture italienne. Mais donc, tout ça pour vous dire que très souvent, une histoire d'une traduction, d'une seule traduction, justifie que toute une littérature tombe dans une passion, vous voyez. Et celle de Dante pour les Anglais, c'est une véritable passion, et elle ne commence pas au 19e siècle. Bon, là, on a fait Dante Gabriel Rossetti. Je pourrais commencer au 17e. Je pourrais vous montrer comment le 17e anglais est tout dans l'admiration de Dante également. Vous voyez? Donc, parfois une traduction, et dans notre cas, celle de Dante Gabriel Rossetti, crée un tel mouvement de renouveau de la création littéraire en langue étrangère que l'on peut dire, que l'on peut toujours conclure que la traduction est un moteur pour la création littéraire. Et que le réservoir des traductions est un laboratoire de création. Et lorsque vous dites cela, vous êtes tout à fait benjaminien. Donc, ne vous inquiétez pas, parce que dans 2 semaines, je vais tout de même me mettre en ligne sur Amétis du matériau pour que vous puissiez réviser pour la dernière semaine. D'accord ? Merci. Bien, alors on se dit à la semaine prochaine, mais quoi qu'il arrive, on se dit à vendredi. Ceux qui suivent Interculturel.